UGICT CGT. UGICT CGT. L'UGICT CGT. En congrès à Metz. Travailler au futur. Rien n'est écrit d'avance. Vous écoutez les tables rondes du 20e congrès de l'UGICT CGT. Animation Clément Olivier. Épisode 5. Montée des extrêmes droites en Europe. Faire face en tant qu'ingé cadre tech. Merci à la présidence ultime table ronde en effet de cette journée avec un sujet qui n'est pas des moindres. Italie, Hongrie, Finlande, mais aussi dans une certaine mesure Belgique, République tchèque et jusqu'à récemment la Pologne. On ne compte plus les pays européens où l'extrême droite, la droite conservatrice et toutes sortes de nuances de bleu foncé qui tirent vers le brun sont au pouvoir ou participent à des gouvernements. En Amérique du Nord, le deuxième mandat de Donald Trump a également un impact bien plus large qu'aux seuls États-Unis. Vous l'avez compris, pour cette table ronde sur l'international, on va parler d'extrême droite, table ronde internationale certes, mais à vrai dire surtout concentrée sur l'Europe, et avec un détour nord-américain avec nos 4 intervenants que je vous demande d'accueillir. Naïla Glaise, bonjour. Bonjour. Présidente d'Eurocadre, Fédération européenne de syndicats de cadres, à la tête de laquelle vous venez d'être réélue en octobre, membre évidemment de l'UGICT CGT. Caroli Georgi, bonjour. Bonsoir. De la Confédération nationale des syndicats hongrois, le MAS. Johan Van Egem, bonjour. Bonjour. Pour la Belgique, vice-président du syndicat des employés techniciens et cadres, le 7K en français. Et enfin Jessica Goldschläger, bonjour. Bonjour. Présidente de la Fédération des professionnels, la FPCSN du Québec. Merci infiniment à tous les 4 d'avoir fait le déplacement jusqu'à nous. Et on adresse par ailleurs un salut à Federica Cocchi de la CGIL, la Confédération Générale Italienne du Travail, qui malheureusement a eu un imprévu et n'a pas pu se joindre à nous depuis Rome. Elle aurait eu, je crois, beaucoup de choses à nous raconter sur ce qui se passe chez elle. Naïla Glaise, peut-être que pour entamer cette conversation, vous pouvez nous dresser un paysage un peu général de l'extrême droite au niveau européen, que ce soit dans la représentation au Parlement européen et puis au pouvoir dans les différents pays de l'UE. Merci Clément. Basé à Bruxelles, notre travail il est principalement avec les membres du Parlement européen et je peux vous dire que ce mandat il est loin d'être facile parce que justement les dernières élections européennes ont changé complètement le paysage européen. Et ce qu'on voit, c'est évidemment une augmentation dans les partis d'extrême droite. Actuellement, au Parlement européen, il y a 3 partis d'extrême droite. Le premier, le plus gros, c'est Patriotes pour l'Europe. Il est présidé par Bardella et où il y a 85 députés de 13 pays différents, dont 29 du Rassemblement national et 11 de la Hongrie. Le deuxième parti d'extrême droite, c'est les conservateurs et réformistes européens. Il y a 78 députés de 18 pays différents. Et c'est là où on trouve le parti de Meloni, les Frères d'Italie et puis le PiS de Pologne. Et un troisième parti d'extrême droite, l'Europe pour des nations souveraines, ENS, où il y a 25 députés de 8 pays différents. Et c'est là où on trouve l'AfD de l'Allemagne, mais aussi Reconquête de France. La problématique, ce n'est pas uniquement ces 3 partis. La problématique qu'on a, c'est qu'on a un parti de droite, le PPE, qui a énormément augmenté depuis les dernières élections européennes, mais qui a aussi viré beaucoup à droite. C'est-à-dire le PPE de l'ancienne mandature n'est pas le même que les PPE d'aujourd'hui. Donc c'est un PPE qui il y a une politique d'extrême droite et qui n'hésite pas à s'allier avec l'extrême droite sur différents votes dont on parlera tout à l'heure. Au Parlement européen, il y a 720 députés, donc la majorité, elle est des 361. Donc pour vous donner une idée, si on rassemble la gauche, les sociodémocrates et les Verts, on est à 235 députés seulement. Donc on est loin de la majorité qui est 361, ce qui complique beaucoup notre travail là-bas parce qu'il va falloir aller piocher chez les PPE ceux qui pourraient voter pour les dossiers qui défendent les travailleurs. Le problème aussi, ce qu'on a vu, c'est que, parce qu'on a le Parlement européen et après on a le Conseil européen qui, lui, il est constitué des États membres, donc des chefs d'État. Et là, on voit quand même que le Conseil européen, on a 2 pays qui ont un gouvernement d'extrême droite, c'est donc l'Italie et la Hongrie, c'est clairement des gouvernements d'extrême droite.
Mais on a aussi de plus en plus des gouvernements où il y a au pouvoir une coalition entre la droite et l'extrême droite. Et donc forcément une politique qui vire vers l'extrême droite. La Finlande, c'est le premier pays européen où il y a eu cette coalition au sein du gouvernement. La Suède aussi, la Slovaquie, la Belgique, et je pense que le camarade va en parler tout à l'heure, l'Autriche, la République tchèque, les Pays-Bas, juste avant les récentes élections, mais quand même le parti d'extrême droite reste le deuxième grand parti du pays. Donc c'est énorme, et ça c'est sans compter aussi les pays où l'extrême droite est très très présente, comme la France notamment. C'est quand même ils ont eu beaucoup de votes récemment aux dernières législatives, mais l'Allemagne où l'AfD c'est quand même le deuxième parti, le Portugal, la Roumanie, la Pologne. Donc ce n'est pas gagné non plus au niveau du Conseil. Oui, on n'est pas gâté à Bruxelles en ce moment. Et en particulier, alors l'évolution par rapport à la précédente mandature ? Il y a eu l'évolution, c'est que c'est principalement le PPE qui a gagné beaucoup plus. Donc l'extrême droite représente aujourd'hui 26%. Il y a une augmentation par rapport à l'ancienne mandature de 2% de l'extrême droite. Mais c'est le PPE qui a beaucoup plus augmenté et qui a viré vers l'extrême droite. Donc ce n'est plus une question de couleur, mais c'est plus une question de valeur et puis de vote au final. Peut-être un mot également dans ce paysage que vous nous brossez. Pourquoi il y a 3 partis différents ? Qu'est-ce qui les distingue ? Les différences sont des fois alors dans les votes on voit pas trop les différences pour tout vous dire, mais il y a des différences notamment sur les questions comme le soutien à la Russie. Il y a des partis qui sont plus fédéralistes ou antifédéralistes plutôt que d'autres, qui veulent plus la souveraineté des États membres. Sur les questions aussi de l'avortement, c'est un point qui fait clivage aussi entre des partis d'extrême droite. Mais c'est principalement, si j'ose dire, des arrangements aussi entre amis. Quand on voit quand même qu'il y a la France qui est, le Rassemblement national qui est avec le parti hongrois, c'est le plus gros parti. Et après, pour contrer, il y a le parti de Meloni qui se rallie aussi à la Pologne, qui est un grand parti quand même, le PiS. Et puis, au final, Reconquête, il s'est trouvé avec plus l'AfD d'Allemagne. Donc, c'est des questions plus sur ne pas soutenir, par exemple, les aides à l'Ukraine, qui les différencient. Certains, ils sont plus attachés aux questions de famille et traditionnelles contre les LGBT, les droits des LGBT, etc. Donc, c'est sur ces questions-là où ils arrivent à se distinguer à peu près. C'est ça, c'est intéressant de voir que c'est quand même une nébuleuse qui a pas forcément. On parle souvent d'international d'extrême droite, pourquoi pas ce concept-là, mais en fait c'est une nébuleuse, il n'y a pas forcément une cohérence idéologique très nette toujours. Hein. Non, il n'y a pas de différence idéologique, donc il y a beaucoup des arrangements entre eux, mais après aussi, même des fois sur certains votes, on voit quand même qu'il y a une incohérence, surtout sur les questions socio-économiques, ce qui montre quand même que ce n'est pas leur priorité, hein, malgré tous les discours qu'ils disent, ce n'est pas leur priorité, les questions socio-économiques. Mais malgré tout cela, on voit quand même une petite différence entre le nord et le sud de l'Europe. Les partis d'extrême droite du nord de l'Europe s'affichent et ils ont un discours clairement libéral, plutôt vers la droite, normale droite. Tandis que les partis d'extrême droite du Sud, ils ont tendance à avoir un discours, seulement un discours, hein, les camarades, ils ne votent pas comme ça, plus qui est pour les travailleurs, pour les plus vulnérables, etc. Donc ça, c'est une différence qu'on voit, mais uniquement dans les discours. Pour les votes, c'est vrai qu'il y a sur certains dossiers, on voit quand même dans les pays du Nord un rapprochement plus clair entre le PPE et les partis d'extrême droite des pays du Nord. Le PPE, il faut rappeler que c'est la droite classique, hein, donc voilà, c'est ce glissement de terrain dont vous nous parlez. Károly György, vous venez d'un pays dont le Premier ministre Viktor Orban est considéré comme un modèle par Donald Trump. Viktor Orban et son parti, le Fidesz, qui sont au pouvoir depuis 2010, après avoir été au pouvoir entre 1998 et 2002. Lui, il est à la tête de son parti depuis 22 ans. Est-ce que vous pouvez nous expliquer comment ce parti il a évolué de la droite classique, justement, vers l'extrême droite ?
Et puis le contexte peut-être dans lequel il a émergé comme personnalité, Viktor Orban, après l'effondrement du bloc de l'Est, dans lequel tout ça s'est inscrit. Je pense qu'il faut revenir un peu en arrière à la transition et au changement de 1988, 89, 90. En Hongrie, c'était une période pleine de grands espoirs. Après 40 ans de socialisme, ou de prétendu socialisme, on pensait que la démocratie allait enfin arriver pleinement. Mais ce que les gens ont réellement vécu, c'était certes l'arrivée de la démocratie parlementaire, de la liberté d'expression, de la liberté d'association. Mais en même temps, un effondrement total du système social, un effondrement du marché du travail. 1 million de personnes ont perdu leur emploi en une seule année. Avec cela, une perte de confiance dans les syndicats et, in fine, dans la politique. Et ce que nous traversions, ça n'était pas moins qu'une lutte existentielle. Je dois souligner que c'est à ce moment-là, dans ce processus, que la société a perdu foi dans l'action collective. La solidarité a reculé. Et chacun s'est mis à chercher des stratégies individuelles de survie, des tactiques de survie. Les forces politiques progressistes, la gauche, n'ont pas réussi à apporter de réponse pour de nombreuses raisons. Internes, externes, économiques, mais aussi idéologiques. Cela a conduit, dans les années 2000 puis 2010, à l'émergence de l'extrême droite. La première véritable extrême droite, que je qualifierais de néofasciste, a gagné en popularité et s'est hissée jusqu'au Parlement en 2 ans seulement. C'était il y a 2 décennies. Et ce n'était pas encore Viktor Orban. C'était le parti Jobbik, c'était son nom, un parti conservateur d'extrême droite. Dans le même temps, Viktor Orban a commencé à construire sa stratégie politique alors qu'il était encore dans l'opposition. Et il est arrivé au pouvoir en 2010, avec une majorité de 2 tiers au Parlement. Il s'est d'abord présenté comme un nationaliste, un conservateur de droite. Et très rapidement, après être arrivé au pouvoir, avec une majorité absolue, il a commencé à changer la Constitution, la loi fondamentale. De fait, il a progressivement construit un système juridique qui lui permettait de rester au pouvoir. Et je dois reconnaître que les forces progressistes, l'opposition dite démocratique, n'a pas réussi à se mobiliser et à se structurer de façon suffisante, forte et efficace. Les syndicats avaient depuis longtemps une crédibilité diminuée dans l'opinion publique. Et ils perdaient des membres, se réduisaient, se divisaient. Les syndicats ont fini par s'éloigner de plus en plus de la politique partisane. Et nous voilà aujourd'hui en 2025, où Viktor Orban est cité par Donald Trump comme un modèle, un exemple à suivre. Et pas seulement par lui, mais aussi par Meloni. Ici, en France, vous avez aussi votre propre déclinaison de l'extrême droite, et c'est un danger. Il faut néanmoins préciser, mais vous l'avez déjà un peu fait, que Donald Trump est une personnalité qui émerge d'un parti de droite classique. Giorgia Meloni, c'est pas du tout le cas. Elle vient d'un parti assumé comme post-fasciste. Viktor Orban est beaucoup plus dans le cas de Donald Trump. C'est pour ça que je parlais de cette dérive qu'ils ont en commun. Je pense que Trump a son propre programme qui consiste essentiellement, là aussi, à rester au pouvoir. Tout comme Viktor Orban, qui fait tout pour garder le pouvoir. Mais ce que je ressens vraiment, du point de vue européen et peut-être mondial, est très important.
La poussée de la droite et son glissement vers l'extrême droite n'est pas un phénomène national. Cela devient de plus en plus une question internationale. En Europe, vous avez les soi-disant patriotes dans le sillage de Viktor Orban et tous les autres dont Naila a parlé tout à l'heure. Je voudrais insister sur une chose. Aujourd'hui, le 20 novembre 2025, marque les 50 ans de la mort de Franco. Après 4 décennies, 40 ans de régime fasciste, le dernier régime fasciste en Europe disparaissait. Cependant, son esprit, sa postérité n'ont absolument pas disparu. La dictature de cette époque et cet esprit sont aujourd'hui présentés comme une image d'ordre et de prospérité opposée au chaos actuel. Aujourd'hui, vous voyez Vox en Espagne, l'AfD en Allemagne, en Hongrie, le Fidesz et le mouvement Notre Patrie d'extrême droite néofasciste au Parlement. Ce sont en quelque sorte des héritiers culturels. Ils sont capables de transformer l'autocratie historique en une esthétique anti-système. Donc ce que nous vivons, c'est une véritable érosion, y compris sur le plan idéologique. L'exemple le plus frappant est celui de la semaine dernière au Parlement européen. Le Parti populaire européen, le Parti conservateur, ce que nous pourrions considérer comme la partie respectable du système politique, a voté avec l'extrême droite. Et ainsi, le cordon sanitaire a été brisé. C'est l'une des questions les plus difficiles pour l'avenir. Que faire dans ces conditions ? Alors si on passe côté belge, Johan Van Egem, les gens ont souvent en tête, en tout cas en France, les gens le connaissent un peu, le cas des nationalistes flamands. Déjà, est-ce que vous pouvez nous décrire la situation, puisqu'il y a 2 partis nationalistes flamands, le Vlaams Belang et la NVA, NVA étant plutôt libérale conservatrice, tandis que le Vlaams Belang est clairement d'extrême droite, et la NVA participe au gouvernement fédéral belge, Naila Glaise l'a dit, avec une inflexion anti-immigration. Et quelle influence est-ce que ça a sur les autres formations, et y compris en Wallonie ? Oui, la Belgique, c'est toujours un pays un peu compliqué parce que le nord de la Belgique, les Flamands, je suis flamand d'origine, alors excusez-moi peut-être pour mon accent un peu wallon ici en France, mais ce qu'on voit du côté nord, du côté flamand, on a 2 partis NVA qui est au pouvoir, mais aussi le Vlaams Belang, le parti extrême droite, qui a quand même 20% et dans les sondages, pour le moment, 25%. Alors, ils sont vraiment grands. Et ce qu'on voit, c'est que les NVA essaient de reprendre une partie de leurs revendications pour essayer de le diminuer. L'extrême droite, qui est une bonne chose parce que les NVA, c'est quand même un parti démocratique, on doit le dire, mais sur les idées, ils sont assez contre les syndicats, contre la progression sociale pour les travailleurs. Alors là, on a vraiment un problème. Ce qu'on voit, et ça c'est important, on a un cordon sanitaire au niveau politique en Belgique, aussi en Flandre. Ça veut dire, en effet, on dit on ne va pas le laisser au pouvoir. Pour le moment, c'est encore comme ça, c'est une bonne chose. Mais on n'a pas de cordon médiatique en Flandre. Et ça veut dire que le Vlaams Belang est souvent sur les émissions télé où ils savent débattre avec les autres politiciens des partis politiques démocratiques. En Wallonie, on voit presque pas. Il y a un parti extrême droite qui est négligeable. Enfin, ils ont quelques pourcents dans les sondages, avec les élections, quelques pourcents, mais on a un seuil de 5% pour avoir un siège. Alors, mais on a le parti Mouvement réformateur, c'est un parti libéral qui reprend beaucoup des idées sur l'économie droite,
du parti Vlaams Belang en Flandre. Mais ils sont aussi au pouvoir. Alors, le problème pour le moment en Belgique, c'est qu'on a un gouvernement très, très droite avec un parti de gauche, Vooruit, ce sont les socialistes, qui a 13% dans le gouvernement. Alors, maintenant, on a aussi un défi qu'avec le mouvement réformateur en Wallonie et le pouvoir, le NVA au pouvoir, que le politique devient très très droite et il y a des attaques sur les pensions, sur les allocations familiales, sur les chômeurs, partout. Alors, on est dans le même combat en Belgique. On était en octobre 140 000 dans les rues de Bruxelles et les prochains jours, à partir de dimanche, on est en grève jusqu'à mercredi pour se battre contre cela. Et on aura l'occasion d'en reparler. Je voulais vous interroger plus tard là-dessus. Jessica Goldschläger, avec vous, on va un peu extrapoler cette affaire, un peu dézoomer de notre regard européen. Il se trouve qu'au Québec, vous avez historiquement des droits sociaux plutôt progressistes, ce qui distingue d'ailleurs le Québec de son voisin états-unien. Mais vous avez un gouvernement de centre-droit libéral, alors je dis libéral évidemment au sens économique, au sens français, à la tête duquel vous avez François Legault, Premier ministre de votre province, sur lequel, disons, semble un peu déteindre, disons, le fond de teint politique de Donald Trump? Certainement. Bon, là, je vais tenter de prendre mon temps pour parler pour que tout le monde me comprenne bien. On vous comprend très bien, Jessica. Donc oui, effectivement, il y a une normalisation du discours de l'extrême droite en Amérique du Nord, de plus en plus repris aussi dans les médias. Je pense que c'est un peu la même chose partout, mais on parle de Trump à tous les jours dans les médias, mais ça normalise aussi beaucoup de prises de position d'extrême droite qui sont entendues par la population et qui, malheureusement, commencent à déteindre sur nos politiciens. Comme Clément vient de le mentionner, effectivement, on a un gouvernement qui, normalement, là, est de centre-droit, là, plutôt libéral, avec François Legault, mais qui, dans les derniers mois, je dirais les 6 derniers mois, alors qu'on est il reste moins d'1 an avant les prochaines élections, multiplie l'adoption de lois qui sont pas un petit peu à droite, mais plutôt à l'extrême droite, et qui sont des attaques claires aux droits, particulièrement aux droits des travailleurs, des travailleuses. Il y a un projet de loi qui a été adopté juste avant l'été pour limiter le droit de grève. Comment? Oui. Alors ça, c'est impressionnant. On a une loi là, au Québec concernant les services essentiels. Donc, pour pas que les personnes dans les hôpitaux, dans ce qu'on considère des services essentiels, ça touche même le métro à Montréal, qui est considéré un service essentiel pour justement transporter les salariés du réseau de la santé. Donc, on a déjà une loi qui couvre ces services essentiels-là, qui impose qu'ils ne peuvent pas faire la grève 100% dans une journée, mais il doit y avoir une entente, des négociations tranchées, là, disons, pour un niveau de service essentiel. Mais là, le gouvernement veut élargir la définition de service essentiel pour inclure, au-delà de la santé et de la sécurité de la population, pour inclure le bien-être de la population. Là, vous comprenez que le bien-être de la population a une définition assez floue, donc assez large. Donc, on s'attend à ce que ça vise les garderies étatiques nécessairement, qui sont des employés de l'État, que ça va viser les traverses, par exemple, sur le fleuve, mais qui viserait aussi des lieux non traditionnels, mais qui a eu des grèves importantes, comme un cimetière, pardon, mon Dieu, j'avais de la misère. Il y a une grève importante cimetière. Dans un cimetière. C'est original. Voilà, il y a eu une grosse grève, mais là, on le sait que cette loi-là veut viser ce genre de milieu-là. Pourquoi? Parce qu'on a retardé l'enterrement de certains corps. Et là, c'était dramatique. On comprend que c'est dramatique pour les familles, mais c'est comme ça que les travailleurs pouvaient exercer leur rapport de force. Mais là, on le sait que cette loi-là va viser ça. Je peux
ajouter aussi, là, il y a un projet de loi sur la table qui va nécessairement se faire adopter dans les prochaines semaines, qui là vise strictement les syndicats. Et vous expliquez, là, au Québec, on a l'application de la formule RAN dans les syndicats. Oui, il faut nous rappeler ce que c'est que la formule RAN, qui est une spécificité du Québec. Ouais. Ben, Québec, Colombie-Britannique, c'était aussi très présent aux États-Unis, mais dans les 30 dernières années, ça a été progressivement retiré de plusieurs États. La formule RAN, c'est une application du droit syndical particulière qui fait que quand, dans une entreprise, la signature de carte mène à une majorité de signatures de carte des travailleuses et travailleurs d'une entreprise ou d'une section là, de l'entreprise, le caractère représentatif du syndicat est reconnu et tous les salariés sont syndiqués. Tous les salariés doivent payer leur cotisation syndicale, même s'ils ne signent pas leur carte de membre. Ce qui fait que le Québec a un taux de syndicalisation de 40 %, qui est le plus élevé en Amérique du Nord. Et si on prend les services publics, c'est un taux de syndicalisation à 73 %, ce qui est énorme. Et ça veut dire qu'il s'attaque au porte-monnaie, il s'attaque au financement. Voilà. Mais là, il vise cette formule-là. Puis là, le gouvernement dit non, on ne veut pas réviser la formule RAN, mais ce qu'il veut faire, c'est rendre une portion de la cotisation syndicale facultative et obliger les syndicats à prendre des votes annuels. Et quelle portion de la cotisation veut-il rendre facultative? C'est la portion où les syndicats mènent des luttes sociales. Donc, des luttes où on dénonce les politiques du gouvernement. Il veut viser cette portion de cotisation syndicale qui n'est pas la majeure du tout, là, c'est autour de 3 % de la cotisation totale syndicale qui vise ça, mais il veut attaquer cette portion-là parce qu'il est dérangé par les prises de position des syndicats. Et il veut également empêcher les syndicats de mener des recours constitutionnels sur ces lois. Ça aussi, il veut viser ça. C'est quoi des recours constitutionnels? Bien, comme sa loi sur le droit de grève, évidemment qu'on a déposé un recours constitutionnel pour faire dire que c'est anticonstitutionnel au Canada d'attaquer le droit de grève comme ça. Pourquoi? Parce que la liberté d'association au Canada est incluse à la Charte des droits et libertés, ce qui fait aussi qu'on a un modèle syndical très fort là, au Canada. Et donc, voilà, à la fois taper au porte-monnaie, transformer sans doute les syndicats en gestionnaires des petits problèmes du quotidien, enlever une force mobilisatrice. Naila Glaise, quel impact de ce que vous avez décrit sur les syndicats et puis sur, en particulier, les catégories 1G4 Tech qui ne sont pas du tout, évidemment, c'est le cœur de cette table ronde, à l'abri de ça. Oui, effectivement. En fait, ce que j'entends, en fait, de ce que Jessica a dit, c'est quelque chose qu'on entend aussi de la plupart de nos camarades qui sont dans des pays où les gouvernements incluent de l'extrême droite, notamment, par exemple, la Finlande, qui est quand même l'un des premiers pays où il y a eu la coalition. La première chose qu'ils ont fait, c'est s'attaquer aux droits de grève et aussi s'attaquer aux syndicats par enlever les exonérations, par exemple, des impôts sur les cotisations syndicales. Ça, c'est quelque chose qu'on a en France. Nous, on est exonérés à 66%. Et ben, ils ont commencé par enlever ça, sachant que dans ces pays-là, les salariés qui sont syndiqués sont couverts par les conventions collectives. C'est-à-dire, si tu n'es pas syndiqué, tu n'es pas couvert par les accords collectifs. Donc, ce qui est très grave. La deuxième chose qu'ils ont fait, ils ont permis qu'il y ait des accords collectifs dans les entreprises où il n'y a pas de syndicats. Donc, ils ont permis ça. Donc, c'est une attaque claire aux syndicats. Ensuite, quand ils sont arrivés au pouvoir, leur discours, c'était on va équilibrer les budgets. C'est le discours que tout le monde a. Il y a un problème, un déficit, et il faut équilibrer les budgets. Donc, ils ont commencé évidemment à s'attaquer aux allocations, surtout pour les travailleurs qui ont des petits revenus, mais aussi ils ont coupé les fonds pour les médias indépendants, les médias publics. Ils sont attaqués à la liberté des médias. Ils ont coupé les fonds pour les services sociaux, les hôpitaux, pour le chômage. Et
surtout aussi pour les droits pour les enfants. Il y a quand même une augmentation de la pauvreté des enfants en Finlande. Tout ça dans l'idée d'améliorer l'économie du pays, sauf que tout ça, ça a mené à encore une austérité bien pire dans le pays. Et actuellement, la Finlande, c'est le pays d'Europe où il y a le plus de chômage. C'était l'Espagne, mais actuellement, l'Espagne est en train de descendre et la Finlande est en train d'augmenter. Donc ça, c'est le résultat de leur politique. Mais au niveau européen, ce qu'on constate aussi, c'est que quand on suit les différents dossiers où il y a des droits pour les travailleurs, on regarde les votes des partis d'extrême droite et c'est jamais une surprise malheureusement. Sur le salaire minimum, ils ont voté contre, clairement. Sur toutes les directives qui concernent l'égalité homme-femme, récemment la directive sur la transparence salariale, ils ont voté contre. Sur la directive des plateformes, vote contre. Sur la directive sur les stages, vote contre. Sur le devoir de vigilance, c'était un texte qui a été adopté lors de l'ancienne mandature. Ils ont voté contre. Il y a eu un omnibus il y a un mois qui était pas assez satisfaisant. Un omnibus, c'est un texte de loi qui retire les avantages d'un texte qui a été voté précédemment. Et le devoir de vigilance, c'était un gros dossier. Il y a eu une dizaine d'années de discussions et d'amendements sur ce texte-là. Il a été voté. Il y a eu un omnibus, donc un texte qui enlève tous ces droits-là en 87 jours après l'élection après les élections européennes. Et ils ont considéré que ça va pas assez loin. Ils ont voté contre cet omnibus-là pour que la semaine dernière, le 12 novembre, ils votent pour un omnibus qui a enlevé quasiment tout ce qu'il y avait dans ce devoir de vigilance. Et je sais que c'est quelque chose qui est très important aussi pour les cadres et notamment toutes les mesures, les risques environnementaux qui étaient inclus dans ce devoir de vigilance n'existent plus aujourd'hui. Donc le devoir de vigilance, il est quasiment vide, il n'y a plus rien dedans. Et ça, c'est grâce à eux. Aussi sur toutes les actuellement on est en train de discuter d'un rapport du Parlement européen pour encadrer le management algorithmique et Dieu sait que c'est un sujet très important, on en a entendu plusieurs interventions aujourd'hui. Actuellement ce n'est pas encore passé en plénière, il va passer le 15 décembre mais il est passé en comité emploi la semaine dernière et il est passé heureusement, le vote a été pour mais l'extrême droite a voté contre ce texte-là. Et on suit de près les votes et on essaye d'arriver à choper quelques voix du PPE pour avoir un texte législatif. Mais ce que je voulais aussi préciser, et je pense qu'il est important pour nous de savoir, c'est pourquoi ils votent contre tout cela quand ils ont un discours quand même pour les travailleurs. Pourquoi ? Parce que c'est dans tout leur intérêt que les travailleurs restent sans protection sociale, que les travailleurs soient dans la précarité. Et ça, parce que c'est un vivier très important de leur électorat. Traditionnellement, on a toujours connu l'extrême droite. L'électorat de l'extrême droite, c'est les ouvriers blancs qui ont des ressources assez limitées, dont les principales motivations, c'est les questions d'immigration, de sécurité, etc. Mais aujourd'hui, à ce vivier-là, on a un autre vivier qui se rajoute, des petits comme ça, et c'est principalement ces travailleurs-là qui voient leurs droits s'effondrer de jour en jour, qui voient quand même que que l'ascenseur social, il joue plus le jeu. Et ça constitue une partie de leur électorat. Ce n'est pas encore la majorité de leur électorat, mais ça se rajoute de plus en plus. Et on voit, il y a eu plusieurs études, notamment menées par l'Institut européen des syndicats, qui montrent quand même quel est le nouveau électorat de l'extrême droite. Par exemple, je vous donne un exemple tout bête. Un ingénieur aujourd'hui, dans une entreprise qui a un statut social bien, qui a un bon salaire, etc., il ne votait pas à extrême droite, il votait peut-être à droite, à gauche, on ne sait pas, mais qui a un fils qui est livreur. Et maintenant, il vote extrême droite. Parce qu'on voit que quand même la nouvelle génération ou dans sa famille, il y a quand même une sorte de mobilité sociale qui descend. Et ça, c'est un vivier très important parmi les électeurs d'extrême droite. Donc c'est pour cela que aussi, pour nous, c'est important quand on parle aux collègues au travail, ce n'est pas seulement leur statut qui définit leur vote, c'est aussi de leur entourage. Et c'est ça qui est important. Donc, on a deux sortes d'électeurs là qui se greffent à l'électorat traditionnel. C'est ceux qui perdent en protection sociale parce que
dans leur pays, il y a une politique d'austérité et comme par exemple, on le voit dans des pays de l'Est, par exemple, et c'est là où l'extrême droite augmente, mais aussi dans des pays où il y a une certaine protection sociale, mais ces travailleurs sont les oubliés un peu de cette protection sociale. Et ça, on l'a vu dans certains pays comme le Pays-Bas, l'Italie, l'Autriche, la Belgique aussi. Et donc, ces deux catégories des travailleurs-là commencent de plus en plus à voter de l'extrême droite. Soit ils sont isolés, soit tout le système ne les prend pas en compte. Et ça, je pense que c'est un truc très important qu'il faut prendre en considération quand on discute avec les travailleurs. Et une chose aussi qui a été mentionnée et qui est très importante, c'est que on a remarqué aussi que les mouvements sociaux sont à la baisse. Il faut le dire, dans toute l'Europe et ailleurs, des mouvements sociaux sont à la baisse. Et pour ces isolés-là, c'est le seul recours qu'ils ont, c'est l'extrême droite dans les urnes, parce qu'ils ne se retrouvent pas dans un mouvement qui les soutient ou qui prend en compte leurs problématiques. Et aussi, Caroline, il l'a bien dit, c'est que chacun cherchait une survie individuelle. Et c'est là où notre rôle, il est de plus en plus important aujourd'hui, c'est que dans nos mobilisations, mais on l'a vu aussi pour les retraites, que c'était on a eu une meilleure crédibilité vis-à-vis des travailleurs parce qu'il y a eu une grande mobilisation, parce qu'il y a eu des intersyndicales, parce qu'on a continué à faire le travail. Et ça, c'était le meilleur moyen d'éviter aux dernières législatives l'extrême droite en France, mais c'est quelque chose qu'il faut continuer partout. Caroline Guéangui, vous nous avez dressé un tableau assez sombre de votre pays. Quelle réponse à ce national-populisme d'un point de vue syndical est-ce qu'on peut apporter? It's not only national populism, it's much wider. Eh bien, ce n'est pas seulement du national-populisme. C'est quelque chose de plus large. Il y a un paradoxe. L'extrême droite affirme être du côté du peuple. C'est son mantra. Mais en même temps, elle mène des politiques totalement antisociales. En Hongrie, ce que l'extrême droite a fait il y a 15 ou 20 ans, c'est tout bonnement de détourner les revendications syndicales et les revendications des travailleurs. Mais quand on regarde comment ils votent, par exemple au Parlement européen, l'AI Act, le règlement européen sur l'intelligence artificielle, contre. La directive sur les travailleurs de plateforme, contre. La directive sur la transparence salariale, contre. La directive sur le salaire minimum, contre. La réglementation européenne sur les stages, contre. Donc, concrètement, tout ce qui est important pour les travailleurs en France, en Hongrie et partout en Europe, l'extrême droite vote contre. Je voudrais aussi mentionner un point très concret. Nous parlons beaucoup de numérisation et d'intelligence artificielle. Nous avons récemment eu un sondage en Hongrie qui montrait que 79% des personnes interrogées disaient avoir peur que les électeurs prennent leurs décisions sur la base de désinformation. 56% disaient être satisfaits de la liberté et de l'indépendance des médias. Mais en même temps, et c'est là qu'est la contradiction, seulement 18% affirmaient vérifier régulièrement si les informations disponibles sur les plateformes en ligne étaient correctes ou non. Moins de 20%. Dans un pays où les médias publics sont totalement sous la coupe du gouvernement, où il n'existe pas d'opinion contradictoire, seulement ce que le gouvernement veut faire passer, où les journalistes indépendants sont intimidés et où nous entrons de plus en plus dans un gigantesque lavage de cerveau numérique dopé à l'intelligence artificielle. Je voudrais qu'on termine assez rapidement l'un et l'autre, si vous le voulez bien, par les mouvements sociaux qu'il y a dans vos pays respectifs.
Johan Van Egem, vous l'avez dit, il y a eu une manifestation exceptionnelle à Bruxelles qui a vu plusieurs dizaines, voire centaines de milliers de personnes défiler dans les rues. C'est quelque chose à quoi Bruxelles est moins habitué que Paris, on va dire. Quelle est l'implication du mouvement syndical dans ce mouvement? 3 jours de grève à suivre fin novembre. C'est ça la suite pour vous, face à l'austérité et face à la dérive droitière de votre gouvernement? Oui, parce qu'on est aussi dans un concours budgétaire où les décisions doivent être encore prises et les austérités risquent d'avoir des attaques sur les pensions, sur les malades de longue durée et tout cela. Alors, notre but est quand même d'essayer d'arrêter l'idée économique libérale en Belgique et on voit que nos actions donnent de plus en plus envie aux gens pour dire non au gouvernement, le gouvernement doit tomber. On va voir est-ce qu'on va réussir ou pas, ça va être un combat assez difficile je pense, mais c'est un peu le même combat qu'on doit faire partout en Europe pour le moment. Et aussi, c'est pour ça que je suis là, la solidarité internationale, nos liens entre nos syndicats belges, Hongrie, Québec, ça s'appelle l'Europe, mais aussi Eurocadre, on doit faire le travail ensemble pour mettre la pression sur la Commission européenne, sur le Parlement européen, sur nos gouvernements, pour avoir une autre société, une société qui a comme valeur de base la solidarité et essayer d'avoir des droits fondamentaux pour le monde des travailleurs qu'on voit qu'on est en train de détruire maintenant. Jessica Goldschläger, chez vous, la suite, c'est une grande campagne qui s'appelle Faire front. En quelques mots, en quoi ça consiste? Oui, là, je vous ai parlé des attaques syndicales, mais je dois vous avouer que c'est pas comme si que les syndicats ont énormément d'appui de la population quand on dénonce ce type d'attaque-là. D'ailleurs, un récent sondage qui a été fait auprès des Québécoises et Québécois, 73% de la population indiquait que les syndicats avaient trop de pouvoir au Québec. Donc, on a monté cette campagne-là, Faire front, pour coaliser nos luttes, nos fronts de lutte, pour justement s'adjoindre la société civile, pour dénoncer, oui, les attaques aux droits des travailleuses et des travailleurs, mais dénoncer les attaques, la destruction tranquille là, du filet social au Québec, parce que c'est une destruction du filet social, du réseau de l'éducation, du réseau de la santé et des services sociaux, et aussi un recul important là, sur toutes les politiques sur le climat. Donc, c'est cette campagne-là qui est déclinable. On peut dénoncer tous ces éléments-là, faire front pour les travailleuses et travailleurs, mais faire front pour le Québec, faire front pour les services publics, faire front pour le climat. Et on débute les discussions là, pour une grève sociale. Ce n'est pas la dernière date plutôt de la grève étudiante de 2012. Là. Ça fait un bon moment, donc on est en train de un peu suivre la séquence des Belges, là, justement. Merci. Merci à vous quatre.